Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. La route qui fait encore des morts. Un violent accident sur l'axe Kumpentum-Kungel a causé 8 morts. Un bus est entré en collision avec un minibus. Rufisque, plus de 200 chefs de garage mécaniques menacés d'expulsion de leur lieu de travail à Rufissac par un promoteur immobilier. Le collectif des PME-PMI parle de transactions douteuses et interpelle les autorités compétentes. Et puis football, tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Teungueth FC accroché dans les ultimes secondes par le stade d'Abidjan. Les champions du Sénégal, tenus en échec en but partout, gardent intactes leurs chances de qualification pour le prochain tour. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, ce garçon de 14 ans qui s'est noyé dans le fleuve Temento, commune de Simbanding Balante dans le département de Goudomp. Après 48 heures de recherche par les sapeurs-pompiers de Samine, le corps sans vie de la victime a été finalement retrouvé ce samedi à Bounon Village, c'est dans la commune de Bambali, département de Sidioua. Cet accident s'est produit donc ce matin vers 7h sur l'axe Kumpentum-Kungel. Il s'agit d'une collision entre un bus et un minibus. Le bilan initial était de 6 morts et sur le coup et 9 blessés. Donc il a évolué passant à 8 morts. La 7e victime a rendu l'âme au centre de santé de Kumpentum, la 8e en cours d'évacuation. On voit cela avec notre correspondant sur place, Ibrahima Diabahaté. En place, certainement, nous y reviendrons tout à l'heure. Le Magal de Touba, donc qui se... s'est produit sur la route nationale numéro 1 à la sortie de Kumpentum à hauteur du poste de contrôle de la gendarmerie. À en croire une source sécuritaire, c'est un bus de transport malien immatriculé BZ4684MD en partance pour Dakar qui a tenté un dépassement et s'est retrouvé en face du minicar. C'est ainsi qu'ils sont entrés en collision. Le bilan est lourd. Il fait état de 6 morts sur le coup, 14 blessés dont 8 graves et 6 légers. Parmi ces blessés, 2 finiront par succomber à leurs blessures, l'un au centre de santé de Kumpentum et l'autre en cours d'évacuation à l'hôpital régional de Tambacounda. Au total, sur les 20 victimes de ce malheureux accident, 8 ont perdu la vie. Les 12 blessés sont en observation dans les différentes structures sanitaires de Kumpentum et de Tambacounda. Il faut cependant rappeler que c'est le 3e accident mortel survenu dans cette localité en l'espace de 2 mois après ceux enregistrés les 14 et 16 juin dernier avec 4 morts presque dans des conditions similaires. Vraiment, Diabahaté, les associations de chauffeurs en activité ont sensibilisé leurs pairs sur les dangers de la route à l'approche du Magal. C'était lors d'une rencontre tenue à la gare des Beaux-Maraîchers. À cette occasion, les chauffeurs ont appelé l'État à réparer les routes défectueuses dans certaines zones et ont exprimé également leur volonté de contribuer à la sensibilisation de leurs collègues. Ils ont également assuré que l'augmentation des prix de transport donc ne sera pas excessive. Moustapha Nian dit Tafapoulo s'est exprimé au nom des chauffeurs, des propos recueillis par Abdoulaye Anna. Ils se sont réunis pour une sensibilisation par rapport au Magal de Touba qui sera bientôt arrivé. Les dangers, nous savons là où sont les dangers. Par exemple, la route RN1, entrée Sandiara, il n'y a que des chauffeurs ici. Tout le monde sait que entrée Sandiara, si tu ne te méfies pas, ça peut créer des accidents. C'est l'État qui doit réparer ça. C'est l'État aussi qui doit tracer la route. Les tableaux de signalisation qui sont tombés, souvent on voit des tableaux de signalisation, des panneaux de signalisation qui sont tombés, et les bergers qui sont dans les rues, ils les redonnent pour redresser ça. C'est pour cela. Nous, on lance un appel à l'État de nous aider. Parce que nous sommes des citoyens qui savent très bien que nous sommes dans un pays de droit, des citoyens qui savent très bien que nous sommes dans un pays dirigé par quelqu'un qui est élu au suffrage universel direct. Avec tout ça, on ne peut pas être dans ce pays et faire du n'importe quoi.
Le Magal de Touba, justement, la communauté mouride des musulmans en plein safar. Les tailleurs sont déjà dans la ferveur du grand Magal de belles tenues confectionnées au grand bonheur de la clientèle. Cette année, les tissus lents et les Niakhas Baïfal donc sont en vogue avec la forte chaleur à Touba. Donc ils ont cousu des modèles tels que les fakiyas qui sont en débardeur, qui sont donc en genre de débardeur des Turki Djarem. Comme vous allez le voir dans ce reportage signé Habib Faye. Trouvé dans son atelier en plein shooting, Mame Thierno Ndiaye, jeune tailleur, est déjà dans la ferveur du grand Magal. Mode Safar l'oblige à confectionner de belles tenues qu'il vend sur les réseaux sociaux. Seul le Magal peut me faire exposer sur les réseaux sociaux. C'est un business fructueux. Nous avons beaucoup de commandes aussi. Nous en remercions les habitants de Touba qui nous ont facilité le travail. Les femmes portaient des tenues qui rimaient avec le Magal. Dieu merci. Aujourd'hui, nous confectionnons des coutures adéquates, faciles à porter et beaux à voir. Ce qui nous a permis de faire très tôt le shooting. Contrairement à Hassan qui opte pour le mode Baïfal des Lakhasai, les tissus en vogue en cette période de safar sont le lin et les Niakhas, dit-il. Le modèle Baïfal, c'est le Le modèle Baïfal rime avec le temps et nous sommes en période de safar où tous les yeux sont rivés vers Touba Mbacké. Nous avons trouvé des tissus très rares pour apporter notre touche personnelle. Celui que j'ai porté n'est pas facile à trouver dans le marché. Il vient de l'extérieur. En vrai, il a une superbe qualité. En plus, c'est en coton. Pour ce Niakhas en wax, les fournisseurs nous ont beaucoup aidés. Auparavant, c'est nous qui panassions les tissus, mais maintenant, ce n'est plus possible. C'est beaucoup plus facile. En plus, c'est vraiment un tissu de qualité. Avec la canicule dans la ville sainte de Touba, ces tailleurs ont pensé à coudre des modèles adéquats. Chaque jour, nous essayons de créer de nouveaux styles pour le safar et qui seront autorisés à porter à Touba. Le lin est très bien prisé cette année. Nous avons aussi fait une création de bonnets et de chaussures à base d'une matière traditionnelle. Vous les voyez, ces styles est facile à porter. En général, il y a une forte chaleur à Touba. C'est pour cela que nous avons créé ce modèle appelé Fakhia. Vous voyez, c'est très simple et ça va avec cette chaleur. Pour les marabouts, nous avons confectionné des Kindiarem et des Serissons qui sont des groupes traditionnels. À quelques jours de la commémoration du retour d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba, les tailleurs se disent prêts à rallier la ville sainte de Touba avec leurs belles coutures. Nous allons à Rufisque à présent. Plus de 200 chefs de garage mécanique menacés d'expulsion sur leur lieu de travail, plutôt à Rufisque par un promoteur immobilier. Le collectif des PME, PMI qui parle de transactions douteuses rappelle que le terrain appartient à un ressortissant français décédé en 1982 sans héritiers légaux. Face à la presse, le collectif interpelle les autorités compétentes. Écoutons Moussa Ndiaye, le secrétaire général du collectif, interrogé par Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Vu donc cette situation exceptionnelle, nous croyons que l'État devrait se charger de l'administration de ce patrimoine et désigner à titre conservatoire une curatelle. Depuis 2002 à 2011, nous avons travaillé sans encombre sur le site après l'avoir viabilisé. Aujourd'hui, près de 200 chefs de garage y emploient au moins 1500 jeunes, sans compter les activités connexes générales par notre implantation, c'est-à-dire commerce, restaurant et diverses autres prestations de services. Toutefois, Excellence, depuis 2011, nous sommes sous la menace de déguerpissement du fait d'une mafia de promoteurs et fonctionnaires qui sont à la base d'une spéculation foncière et une bonne partie de l'assiette a fait l'objet de cessions dans des conditions nébuleuses. Nous demandons l'arbitrage du chef de l'État et du Premier ministre. Les responsables du regroupement des ferrailleurs du Sénégal démentent l'information selon laquelle il y a 30 licences d'exportation de la ferraille qui sont disponibles. Selon eux, seules 12 licences ont été délivrées par le comité de suivi. Parmi les 9 licences en cours actuellement, il y a 6 Sénégalais qui en sont bénéficiaires. Nous écoutons Daouda Faye, le président du regroupement des ferrailleurs du Sénégal, interrogé par Abdoulaye Patéane.
Nous nous sommes réunis ici parce que la semaine passée, il y a eu une sortie médiatique faisant comme quoi qu'il y a 30 licences d'exportation de ferraille disponibles au Sénégal, alors que c'est archi faux. Nous sommes venus ici pour démentir cette information. Le comité de suivi n'a délivré pour le moment que 12 licences. Parmi les 9 qui sont en cours actuellement, il y a 6 Sénégalais qui sont candidats. Donc, pourquoi nous sortons pour démentir? Parce que auparavant, avant ces 12 licences, il n'existait que 2 licences dans le secteur, à défaut d'avoir une licence pour exporter cela. Aujourd'hui, nous nous exprimons en tant que ferrailleurs, en tant que fournisseurs. Et nous tenons à préciser que nous sommes pour la cohabitation. Nous voulons dire par la cohabitation l'exploitation locale, ça veut dire le ravitaillement aux industriels, mais aussi pour les exportateurs. Parce que nous ne voulons exporter que les produits que les industriels ne peuvent pas utiliser. Les habitants de la commune de Mbele-Kadiao réclament la revitalisation de la vallée de Tagiam. Elle s'étend sur plusieurs dizaines d'hectares et il est abandonné depuis près de 50 ans. La salinité est passée par là. Les populations de plusieurs villages veulent que cette vallée soit valorisée pour pratiquer le maraîchage, la riziculture, entre autres, pour lutter contre l'insuffisance alimentaire et l'exode rural. Aminata Goudiaby, Abdoukarim Bey pour plus de détails. Cette vallée de Tagiam va jusqu'au village de Poukham. Elle traverse également les villages de Mbouma et de Diaglé dans la commune de Mbele-Kadiao. Son exploitation pourrait aider à réduire l'exode rural. Ousmane Diop, enseignant de profession et habitant de Tagiam, a consacré un poème à cette vallée dans son recueil paru en avril dernier. J'ai entrepris beaucoup de thèmes dans ce recueil intitulé Tambour de l'errance. J'ai développé plusieurs thèmes dans ce livre. Jusqu'à maintenant, rendre hommage à notre vallée qui nous a tant porté et qu'aujourd'hui elle souffre. Elle est fatiguée, elle est à terre. La vallée, elle est en lingots d'or. De cette valeur-là que nous voudrions montrer à la face du Sénégal que cette vallée, elle est importante, que cette vallée, elle est riche, que cette vallée peut nourrir le Sine, que cette vallée peut nourrir le Sénégal, que cette vallée, une fois revitalisée, peut diminuer l'exode rural. Aucune culture ne peut y évoluer depuis plus de 40 ans. Les populations des villages riverains ont souvent tenté la riziculture ou encore le maraîchage. Mais zéro rendement, cette vallée de plusieurs dizaines d'hectares est abîmée par l'avancée de la salinité. Cette vallée a été abandonnée pendant très longtemps et le problème est devenu un peu trop critique parce qu'il est envahi par le sel. Le problème le plus crucial est que une fois les semences, une fois le riz est là, l'espoir nourrit, mais souvent c'est un problème de régulation. Or, le sel pose une énorme difficulté à cette vallée-là. Cette vallée est une ressource naturelle pour nous. Si on arrivait à l'aménager, nous pourrions pratiquer le maraîchage, la riziculture, entre autres. Ces populations de la commune de Mbele-Kadiao et ses alentours interpellent l'État sur la situation de cette vallée. Il faut des moyens pour la revitaliser au profit des agriculteurs. Si toutefois maintenant qu'ils mettent leurs mains à cela qui nous est cher, ça pouvait vraiment freiner ces phénomènes-là dont je viens de citer tout à l'heure. Les jeunes des villages concernés ont souvent sollicité l'aménagement de cette vallée dans différentes instances, mais jusqu'ici, aucune réponse favorable à leurs requêtes. Youssou N'Dour en spectacle ce soir à Brescia après plusieurs années d'absence sur les scènes italiennes. Sa prestation sera l'occasion de rendre hommage à une grande figure du journalisme africain, Idriss Sané, décédé l'année dernière. Youssou N'Dour a été également élevé au rang d'académico ad honorem et membre titulaire de l'Académie internationale Léopold Sédar Senghor en Italie. Reportage Augustin Fay et El Hadji Kabo. Aujourd'hui, 17 août, la ville de Brescia en Italie va vibrer au rythme du retour tant attendu de l'icône sénégalaise Youssou N'Dour. Après plusieurs années d'absence sur la scène musicale italienne, le légendaire chanteur est de retour pour un concert exceptionnel. Ce concert revêt une importance particulière non seulement pour le retour tant attendu de l'artiste à Brescia, mais aussi pour l'hommage spécial qui sera rendu au regretté journaliste Idriss Sané. Une figure respectée et aimée dans le monde du journalisme est décédée l'année dernière, laissant derrière lui un héritage durable. J'ai un engagement personnel par rapport à Idriss. Idriss est le trait d'union entre l'Italie et l'Afrique et le Sénégal. La première fois que je suis venu en Italie, un peu connu parce
une de mes chansons passait beaucoup à la radio et donc j'étais invité par la presse italienne. J'étais là et on m'amène quelqu'un qui dit qu'il va m'aider pour la traduction. Moi, je ne me rappelle pas des mots que j'ai eu à dire, mais je l'ai écouté. J'ai écouté le son de sa voix, l'intonation, je suis tombé fan. Et c'est moi qui suis venu vers Idriss et lui demander d'être un ami, d'être quelqu'un qu'on échange le téléphone. Donc vous voyez, et j'ai vu ce jour-là ce trait d'union qui a beaucoup travaillé, c'est vrai, pour l'Afrique, mais qui a beaucoup travaillé aussi pour l'Italie, pour l'intégration. À cette occasion, Youssou Ndour a été aussi nommé membre titulaire de l'Académie internationale de poésie Léopold Sédar Senghor. Patriote, généreux, humble, discipliné, déterminé, vaillant, brillant, authentique, un grand travailleur, un homme respecté et respectueux. Voilà l'humanité de Youssou Ndour et ses attributs dans toutes circonstances. Ici à Brescia, en cette date du 17 août, je vous remets la nomination et vous êtes élevé au rang de académico ad honorem et membre titulaire de l'Académie internationale Léopold Sédar Senghor. Merci beaucoup pour les encouragements et je crois que effectivement qui dit Sénégal, qui dit culture, qui dit père de la nation parle de Léopold Sédar Senghor. Je pense qu'il a mis les bases, que rien ne peut aller sans la culture et la culture est vraiment le fond qui peut nous mener au développement, qui peut nous mener à la paix. Le concert de Youssou Ndour ce soir à Brescia marque le retour du roi du Mbalax, mais aussi la continuation de son engagement pour des causes qui lui sont chères. Il a affirmé que la musique reste pour lui un moyen puissant de porter des messages et de provoquer des changements positifs dans le monde. L'actualité internationale à présent qui nous mène au Tchad, au Burundi, en Algérie, en Turquie et au Mali, où les forces de défense et de sécurité ont perdu une dizaine d'hommes dans une embuscade de djihadistes dans la région de Mopti. C'est avec Daniel Youfa. Au moins 15 éléments des forces de défense et de sécurité maliennes tués jeudi lors d'un violent affrontement avec des djihadistes dans la région de Mopti. Les soldats effectuaient une patrouille chargée de sécuriser les agriculteurs locaux se dirigeant vers leurs champs lorsqu'ils ont été pris dans une embuscade par des djihadistes. L'attaque a eu lieu près d'une colline où les djihadistes équipés de motos, de véhicules, ont lancé un assaut soudain et intense. L'armée malienne a riposté par des tirs nourris, ce qui a donné lieu à un échange de tirs. Un gendarme et 14 membres de la garde nationale ont perdu la vie, plusieurs autres blessés ou portés disparus. Des sources indiquent que les assaillants ont subi des pertes minimes. Des dizaines de morts suite aux inondations dans la province du Tibesti, c'est au Tchad. Plusieurs provinces du pays enregistrent de grosses pluies. Dans la région du Tibesti, dans l'extrême nord désertique du Tchad, les autorités locales annoncent la mort d'au moins 60 personnes après ces inondations survenues entre le vendredi 9 et le mercredi 14 août. Ce vendredi, une bagarre sanglante a éclaté en Turquie au cours d'un débat parlementaire très houleux. Un débat au sujet d'un délégué de l'opposition actuellement emprisonné pour des accusations que certains députés considèrent comme motivées par des raisons politiques. La session extraordinaire de l'Assemblée nationale avait été convoquée pour débattre du cas de ce député qui avait été élu depuis sa prison comme député parlementaire du Parti des travailleurs de Turquie lors des élections de l'année dernière. Il avait été condamné à 18 ans de prison pour son rôle dans les manifestations anti-gouvernementales de 2013. Il remettait en cause le régime d'Erdogan, alors Premier ministre de la Turquie. C'est lorsqu'un député du même parti que le député emprisonné a qualifié les membres du parti au pouvoir d'organisation terroriste que la bagarre a éclaté.
Au Burundi, des milliers de chrétiens se sont rassemblés jeudi au sanctuaire marial de Mugera, situé au centre du pays. C'est à plus de 150 km de Bujumbura, la capitale, pour célébrer la fête de l'Assomption. Le site, qui est une destination touristique, revêt une importance culturelle. Cette montagne a toujours été considérée comme sacrée, même avant l'évangélisation. C'était un domaine royal avec ses propres dieux qui étaient considérés comme des sorciers. Le sanctuaire marial de Mugera a été consacré le 15 août 1961 en présence du prince Louis Rwagasore, héros de l'indépendance du Burundi, et de 4 évêques catholiques du Burundi. Chaque 15 août, le sanctuaire accueille environ 200 000 pèlerins. Et puis ces images qui nous arrivent de l'Algérie, où la boxeuse médaillée d'or olympique Iman Khelif a été accueillie en héroïne dans sa ville natale. Un traitement de célébrité lui a été réservé depuis son retour à Alger. La boxeuse a reçu des fleurs et des certificats encadrés dans les bureaux de la ville. Round-up de l'actualité sportive à présent avec les Lions du basket qui sont actuellement à Kigali en vue du tournoi de préqualification mondiale 2026. Et le calendrier de leur rencontre est dévoilé. En football, le Giraffe en coupe de la CAF qui joue ce dimanche en Sierra Leone. Et surtout l'actualité de ce samedi, c'est Teungueth FC qui revient de son déplacement en Côte d'Ivoire avec un nul en but partout obtenu face au stade d'Abidjan. C'est le menu donc du round-up sportif de ce samedi avec Chersadi Boudiara. Teungueth FC peut nourrir des regrets à l'issue de la marche aller du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions, disputée en Côte d'Ivoire. C'est dans les arrêts de jeu du match que le club rufisquois a en effet concédé l'égalisation face au stade d'Abidjan. Après une première période terminée sur un score nul et vierge, Teungueth FC parvient à ouvrir la marque grâce à un but contre son camp à la 72e minute. Une avance gardée jusqu'à la 94e. Le moment choisi par le défenseur latéral gauche sénégalais du stade d'Abidjan qui s'est transformé en bourreau pour ses compatriotes en signant l'égalisation. Un but partout, c'est le score final. Avec ce nul à l'extérieur et la marche retour au stade Ngalandou Diouf de Rufisque dans une semaine, Teungueth FC garde intact l'espoir de passer au prochain tour. Tout le mal que nous souhaitons à l'ASC Giraffe, en déplacement également en Sierra Leone pour les besoins de la marche aller du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football. Les Médinois défient East End Lions FC ce dimanche à partir de 16h. Terminons avec du basketball. L'équipe nationale féminine du Sénégal peaufine ses derniers réglages à un jour de son entrée en compétition au tournoi de préqualification au Mondial 2026 du 19 au 25 août à Kigali, au Rwanda. Les Lions ont même tenu leur Media Day ce samedi et le calendrier de leurs 3 rencontres est connu. Elles débutent par une confrontation avec la Hongrie ce lundi à partir de 9h, puis enchaînent contre le Brésil mardi à partir de 18h. Yacine Diop et compagnie se reposent le mercredi avant de terminer le tournoi face aux Philippines le jeudi à partir de 9h. Parlons badminton pour terminer cette édition avec le Sénégal qui accueille actuellement les championnats d'Afrique de U15 U19 au Stadium La Dior de Thiès. Des compétitions accompagnées de sessions de formation pour les officiels techniques selon Antoine Diandi, président de la Fédération sénégalaise de la discipline, que je vous propose d'écouter. Nous sommes ici au Stadium La Dior de Thiès qui abrite les championnats d'Afrique U15 U19 et en plus les championnats d'Afrique scolaire U19 qui sont couplés avec le championnat d'Afrique Air Badminton et championnat d'Afrique Air Badminton scolaire. Alors le badminton, c'est ce jeu de raquette qui se joue sur un terrain de 13 mètres 40 sur 6 mètres 10, séparé par un filet de 1 mètre 55. Et cette année, nous avons eu l'opportunité d'organiser ces championnats d'Afrique qui nous ont été confiés par la Confédération africaine de badminton. Et aujourd'hui, au-delà de ces compétitions, nous avons d'autres programmes tels que une session de formation des officiels techniques couplée avec une activité inclusive du programme Shuttle Time qui se veut un programme d'apprentissage du badminton à l'école et à l'université avec une activité inclusive de spécial olympique. Tout à l'heure, mon cher Bernardin vous dira ce qu'il en est.
Et c'est pour vous dire toute la dynamique qui entoure cette activité. Le badminton est peu connu du landerneau sportif sénégalais, mais il fait son bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'abriter ces championnats d'Afrique qui sont d'un niveau international parce que simplement sponsorisés par la Fédération mondiale de badminton. C'est le dernier élément de ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.